Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais regarder le profil, le thème astro et même des trois manières différentes, hein, astrologie tropicale, astrologie indienne ainsi que uranienne. Alors bien sûr pas en détail, mais en tout cas les plus gros points, de Bernard Laroche. Alors qui est Bernard Laroche? Eh bien c'est un des protagonistes principaux dans l'affaire du petit Grégory. Donc, je pense que tout le monde connaît l'affaire du petit Grégory, mais si jamais vous ne connaissez pas l'histoire en détail, eh bien je vais vous mettre une vidéo dans la description de la vidéo qui vous renvoie à une vidéo explicative de l'affaire en 4 minutes. C'est très bien résumé, c'est que 4 minutes, donc comme ça, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous aurez les détails. Sinon, il y a aussi un documentaire sur Netflix, et en fait, alors c'est pas forcément suite à ce documentaire, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller fouiller aussi dans cette histoire par rapport surtout à l'astrologie uranienne où on voit tellement de choses que je me dis, bah, est-ce qu'on pourrait pas découvrir l'assassin en astrologie? Bon alors, je fais ma petite inspectrice, apparemment, il y a des tas et des tas de personnes qui sont sur cette affaire. D'ailleurs, je suis tombée sur un groupe Discord où il y a vraiment tous les détails. Il doit y avoir 450 personnes qui sont en train toujours d'essayer d'élucider ce mystère. Il paraît aussi qu'il y a des gens qui viennent carrément sur place pour mener l'enquête. Et à ce jour, donc c'est en 84 quand même, et à ce jour, ce n'est toujours pas résolu. Et alors, ce qui est dingue, si je peux me permettre de donner un petit avis sur cette histoire, ce qui est dingue, c'est quand on regarde le documentaire sur Netflix, en tout cas, c'est que, moi, les premiers épisodes, je me suis dit, bah, on l'a le suspect, enfin, le suspect, c'est même pas un suspect, on l'a le meurtrier, on sait qui c'est Bernard Laroche. Et en fait, c'est Muriel Boll. Alors, Muriel Boll, alors j'ai l'arbre généalogique ici, donc je vous le dis à chaque fois, mais quand je regarde par là-bas, c'est que j'ai un deuxième écran avec certaines notes ou des schémas, et là, j'ai le schéma des Villemain, des Jacob, des Boll, enfin bref. Muriel Boll, alors, j'arrive pas trop... Bernard Laroche, c'est le cousin du père du petit Grégory, d'accord? Et Muriel Boll, c'est une autre nana par là, je ne sais plus exactement les liens familiaux qu'elle a. Bon, on va dire que c'est une cousine éloignée, hein. Et en gros, eh bien, elle l'accuse, elle dit ce qui s'est passé, et un jour plus tard, elle se rétracte, et elle dit qu'en fait, on l'a poussée un petit peu à dire ce genre de choses, à le dénoncer, en fait, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Depuis ça, eh bien, ils n'ont pas arrêté de chercher. À un moment, il y a un juge là-dedans qui est arrivé, le juge Lambert, non mais le mec, incroyable quand vous regardez le documentaire, et qui lui a carrément inculpé la mère du petit Grégory, donc j'imagine même pas l'enfer pour cette femme, et d'ailleurs c'est marrant entre guillemets, mais c'est aussi marqué dans son thème uranien qu'on verra dans d'autres vidéos, hein. Là je vais faire vraiment juste Bernard Laroche, où on voit qu'en gros, elle aura une réussite, un succès, parce qu'on a Jupiter et Apollon qui sont conjonction et connectés à ascendant Hadès. Donc la misère de l'entourage, la méchanceté de l'entourage, ou de toute façon les contrariétés en rapport avec l'entourage ou l'environnement. Et cette conjonction Jupiter-Apollon, c'est vraiment le succès là-dedans. Et en fait, pendant des années et des années, mais cette femme s'ouvrira le martyre entre la mort de son fils, mais en plus de ça, le fait d'être accusée, et je crois qu'elle est partie 11 jours ou 15 jours en prison, alors qu'elle était enceinte. Enfin bref, tu te dis, waouh, alors toi tu nais quand même avec une incarnation assez sympathique, n'est-ce pas? Bref, et en fait, bizarrement, ce Bernard Laroche, il a quand même été écarté puisqu'il est resté 2 ou 3 mois, je crois, en prison. Mais en prison, il n'y a jamais eu vraiment d'enquête très approfondie sur son cas, pas d'examen psychologique, alors que ça a été le cas pour la mère du petit Grégory, comme si finalement il avait été protégé. Et c'est rigolo aussi parce que en astrologie indienne, bah on peut voir qu'il y a cette fameuse maison 9, la maison des dieux, qui peut le protéger aussi dans tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que je vois. Alors je dis pas que ça va être easy parce que généralement moi quand je fais des thèmes, je les fais souvent par écrit. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs toujours un article avant. Et si vous voulez plutôt lire l'article, eh bien c'est sur lesfoudastro.fr que vous le trouverez. Voilà. Alors on commence. Je vais commencer par le thème astral tropical. Donc, voici son thème, et je vais rajouter un petit trait rouge. Parce que là, vu que j'ai défini des orbes qui ne vont pas jusqu'à 10 degrés, là, je veux quand même tracer ce petit trait, donc ce carré, hein, qui me semble important. Alors, on va essayer de passer vite sur le thème tropical, parce que si j'en ai 3 à faire, ça va faire beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut voir qui saute à l'œil? Qu'est-ce qui saute à l'œil? On a déjà un grand trigone d'eau avec la Lune en Poisson, on a Saturne en Scorpion et on a Jupiter et Uranus en Cancer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec? On a un beau trigone, mais on a aussi un grand carré ici. Et ça,
Des carrés, c'est vraiment des tensions intérieures. Et en plus de ça, son grand carré, il est en relation avec Mars, Pluton et Saturne, les 3 planètes, eh bien, alors maléfiques, on ne parle pas de maléfiques, planètes maléfiques en astrologie tropicale, mais en tout cas, c'est quand même des planètes, quand elles s'assemblent ensemble, c'est quand même pas jojo. Surtout qu'on a un émotionnel qui est quand même plutôt fragile. Alors, qu'est-ce que ça fait un grand trigone d'eau ? Donc c'est bien, ça rend réceptif, sensible, mais c'est vrai qu'une lune en poisson, l'eau des poissons en fait c'est l'océan. Donc c'est comme si vous étiez au milieu de l'océan et que vous vous sentiez un petit peu absorbé par tout ce qu'il y a autour, par toutes les énergies. Vous êtes poisson vous-même, hein, vous avez du mal à vous différencier. Et en fait le problème entre guillemets, parce que ça peut être aussi un atout, hein, mais chez les lunes en poisson, c'est que c'est des personnes qui vont ressentir tout. Donc en fait, si on n'est pas ancré, si on ne se connaît pas bien, si on se gère mal intérieurement, bah il y a moyen d'avoir des états d'âme qui sont un petit peu compliqués, mais peut-être qui ne vont pas nous appartenir. Peut-être qu'on ressent juste l'ambiance autour de nous. Et vous vous trouvez dans l'océan, vous savez pas forcément où est votre limite. Tout fait un tout, encore plus dans l'océan. Et là, j'ai l'image d'un banc de poissons. Voilà, ils sont tous ensemble, ils bougent ensemble. Et si le poisson d'un côté, si Nemo ou Doris, eh ben, ils se sentent pas bien, nous, on est dans le même move. En fait, c'est un petit peu ça l'énergie des poissons. Et du coup, avec un grand trigone d'eau comme ça, donc on est très sensible, mais si on ne sait pas qui on est, il y a moyen de perdre un petit peu les pédales quand même. Et je veux pas dire, mais pour avoir fait quand même pas mal de thèmes de criminels, parce que j'adore regarder les thèmes de criminels et ceux qui sont un petit peu zinzin psychologiquement, qui ont un petit peu du mal, en tout cas qu'il faut des choses qui sont juste incroyables. Et d'ailleurs, j'ai aussi un bouquin avec des statistiques. Beaucoup de criminels ont des dominantes en eau. Voilà, je peux le dire comme ça, des dominances en eau. En eau qui est dominante. Et ici, on voit que Bernard Laroche a énormément d'eau dans son profil. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je l'ai déjà dit, que, eh bien, on pouvait être très aussi influençable, très sensible. Alors, il paraît que c'était quelqu'un de serviable, de gentil, qui rendait service à tout le monde. Et c'est vrai qu'une lune en poisson, il y a quand même cette tendance à, eh bien, à rendre service, à avoir du mal à dire non, à être un petit peu dans le sacrifice, en fait. Faut pas oublier. Le poisson, c'est l'énergie de Neptune, c'est la maison 12. Et c'est vrai qu'on est la maison 12, ou encore Neptune, c'est l'énergie du sacrifice. C'est aussi l'énergie de la fuite, de l'illusion, de la tromperie, de la trahison, de tout ce qui est flou, tout ce qui peut être mensonge aussi. Et d'ailleurs, je repense à une petite anecdote que j'ai vue dans le documentaire. Apparemment, il avait fait des sottises quand il était jeune, peut-être avec Jean-Marie Villemain également, et puis un autre cousin. Et ils avaient pris des fusils, alors pas des vrais, peut-être, enfin peut-être que si, je sais plus. Et ils tiraient dans des panneaux stop, ce genre de choses. Et les gamins, ils ont avoué, sauf lui, il a toujours nié qu'il avait fait ça, alors que tout le monde savait que si, il l'avait fait. Donc, peut aussi y avoir ce côté fuite, un peu fourbe, ou... Alors, si vous avez une dominante, un grand trigone d'eau, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément comme ça. Et d'ailleurs, je pense à quelqu'un qui a un grand trigone d'eau, c'est Lulumineuse, sûrement vous êtes plusieurs à la connaître, et qui a justement cette réceptivité, qui est complètement connectée, qui ressent les choses, mais par contre, voilà, à partir du moment où tu te connais, où tu es ancré, tu arrives à prendre ces énergies comme un potentiel, et non pas à te faire manger par elles. Et c'est toujours un peu ça, l'astrologie, c'est quand tu ne te connais pas, que ce soit avec une dominance, je sais pas si on dit dominance ou dominante, une dominante. Bon, une dominante en eau, ça peut être n'importe quoi d'autre. Quand tu ne te connais pas et que tu te sers des mauvaises influences des planètes, parce que chaque planète a sa polarité, hein. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises planètes, il y a des côtés positifs dans chaque planète et des côtés négatifs. Alors c'est vrai que pour certaines, les côtés négatifs, ils vont être un petit peu plus destructeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec ce grand carré qu'il a. Je vais enchaîner parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. Ici, donc je remets mon... Hop, voilà, on voit qu'il a un grand carré entre Saturne, Mars, Pluton et Vénus. Alors, Vénus, elle est gentille, hein, c'est une jolie planète. Mais alors, par exemple, quand je parlais des côtés négatifs, bah, Vénus, ça peut être aussi la superficialité. Hein, voilà, le fait d'être trop dans le côté léger, superficiel, beau, la beauté, etc. Bon, voilà. Parce qu'on pourrait se dire, bah non, Vénus n'est qu'une bonne planète. Oui, mais non. Et par exemple, pareil, Jupiter, on se dit c'est qu'une bonne planète. Quand vous avez un Jupiter qui est très fort, voire trop fort, vous pouvez avoir un ego démesuré et être juste insupportable. Donc voilà, ça dépend encore une fois comment sont utilisées les énergies et puis si ces planètes sont fortes ou pas.
Bref, je vais repartir dès le début parce que je voulais quand même parler de la position des luminaires qui est très importante chez Bernard Laroche. C'est qu'on a les deux luminaires qui trônent en milieu de ciel. Donc milieu de ciel, c'est là, et c'est la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la, on va dire, de la destinée. En même temps, effectivement, il va être connu, le gars, hein. De la carrière, de la vocation, là où on peut se réaliser également. Alors peut-être que c'était sa réalisation, mais de toute façon, je vais chercher, alors pas élucider l'affaire, mais il y a vraiment des choses bizarres au niveau des thèmes de ces personnes. Vous verrez le thème de Jean-Marie Villemain et de sa femme, c'est quasiment les mêmes thèmes, on se dit waouh. Et Grégory a le même ascendant aussi, donc il y a vraiment 3 thèmes qui en tout cas le même zodiaque, hein, ça démarre par le même ascendant, donc forcément les domaines de vie ont les mêmes énergies. Et le couple, c'est incroyable. C'est comme si toute cette famille était née ensemble pour cette affaire, quoi. C'est trop bizarre. Donc, on voit quand même les deux luminaires en haut du ciel. Et en fait, un soleil en maison 10, eh bien, on peut avoir cette envie, déjà ce besoin de reconnaissance avec la lune également, cette envie de briller ou en tout cas de gravir les échelons, d'avoir une bonne carrière, de réussir professionnellement. On peut carrément s'identifier à sa carrière, à ce qu'on fait. La lune en maison 10, donc comme j'ai dit, avoir ce besoin de reconnaissance. D'ailleurs, avec une lune en maison 10, on pourrait être populaire pour quelque chose. Bon, malheureusement, il est populaire, bah oui, quand on regarde la planète maître du poisson, Neptune, par rapport aux enfants. Bon, c'est pas drôle, mais... Voilà, en tout cas, on voit deux luminaires qui trônent. Et ce qu'on retient quand même de Bernard Laroche, c'est que c'était quelqu'un quand même de jaloux envers Jean-Marie Villemain. Lui, il essayait de postuler pendant des années au poste de contremaître. Jean-Marie Villemain, lui, au bout de je ne sais pas combien de temps, enfin très vite, il devient contremaître, je crois à 27 ans. Jean-Jacques Villemain, tout lui est réussi. Ils ont un enfant quasiment en même temps et l'enfant de Bernard Laroche a un problème de santé. Et d'ailleurs, on peut le voir par Saturne en maison 5, parce que Saturne en maison 5, ça peut vouloir dire qu'on aura des épreuves à vivre au niveau des enfants, ou au niveau de sa propre estime, ou les deux. Bref, j'y viens après, je parlerai des planètes un peu plus maléfiques. Mais voilà, tout ça pour dire que chez lui, il doit y avoir de forts besoins, de grandes envies, mais il n'a pas forcément un thème qui va s'y prêter. Et c'est ça qui est toujours un petit peu difficile en astrologie, c'est quand on voit qu'il y a des placements où on aurait envie peut-être d'être célèbre, ici avec un soleil en maison 10, d'être populaire avec une lune en maison 10, mais qu'en fait on n'y arrive pas et on voit qu'en plus le cousin juste à côté, lui, tout lui réussit comme ça en claquant des doigts. Est-ce que en plus il nargue, parce qu'il y avait aussi dans le documentaire quelqu'un qui disait que Jean-Marie Villemain narguait un petit peu les autres par sa réussite. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a ces envies-là de réussir. Et on sent bien qu'il galère quand même pas mal dans la vie, que tout ne lui réussit pas. Et on va parler du coup de cette frustration, parce que c'est ça qu'on voit vraiment dans ce thème astral. Donc là, rien qu'en regardant, eh bien, on voit un circuit fermé ici, d'accord? Et les carrés, ça décrit vraiment eh bien, des tensions intérieures. Alors ça peut être super les carrés parce que c'est des tensions intérieures que l'on peut essayer de dépasser. Et en fait, ça va nous faire grandir. Et des gens qui n'ont par exemple que des trigones, eh ben, c'est des gens qui ont tellement de facilité que finalement, ils vont un peu s'asseoir sur leur acquis et pas forcément avancer ou pas forcément faire les efforts nécessaires qui vont leur permettre d'arriver, d'aller plus loin, d'aller toujours plus loin, plus haut, je ne sais pas. Et c'est vrai que quand on regarde certains profils qui ont beaucoup de tensions, ou alors beaucoup de conjonctions aussi, c'est des énergies qui se mélangent et qui peuvent parfois agir comme des carrés. Mais voilà, la tension, ça va permettre de faire en sorte de dépasser ces choses-là. Sauf que là, eh bien, on voit que c'est un petit peu fermé quand même. Et ce qui est dangereux, c'est que c'est fermé avec des planètes un petit peu dures. Enfin, c'est même pas un petit peu, c'est les plus dures du thème. Et en fait, quand on a des tensions intérieures comme ça, avec un émotionnel qui est pas forcément bien géré, parce qu'encore une fois, il y a énormément d'eau dans ce profil, eh bien, effectivement, ça peut créer... Ça me fait penser un petit peu au passif-agressif. Voilà. C'est le fait un petit peu... D'ailleurs, il paraît qu'il était un petit peu amorphe, un petit peu zen, calme, etc. Mais par contre, le jour où ça switch, ça peut faire mal. Saturne-Mars, alors déjà, ça me fait penser qu'en uranien, c'est une combinaison, voilà, je vais dire ça comme ça. C'est une combinaison de mort. Hein. Mars-Saturne, ça représente la mort. Avec Pluton, je vous en parle même pas. Alors, ça veut pas dire que si vous avez ça,
dans votre thème que vous allez mourir. Je précise parce que quand j'ai commencé l'astrologie et que je voyais toutes ces choses-là, je me disais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'est pas obligé de s'exprimer de partout de la même façon. En tout cas, Mars, ça va être l'action. Ça peut être aussi la violence, parce que c'est le dieu de la guerre, Mars. Hein. Mais Mars, ça va être là où on va vouloir mettre son énergie. Donc là, on pourrait dire qu'il veut mettre son énergie, par exemple, dans les communautés, ou alors les projets, ou alors pour gagner aussi de l'argent, parce que la maison 11, c'est aussi la maison 2 de la 10, donc les fruits du travail et le salaire, pourrait être donc les projets, les amis, les groupes, les communautés, voilà, les désirs que l'on peut avoir, mettre de l'action dans ce domaine-là, mais être freiné. Voilà, être freiné parce que Saturne, c'est un frein. Saturne, c'est des épreuves, mais ce n'est pas que ça, heureusement. Mais en tout cas, là où Saturne se situe dans un thème, moi, c'est souvent ce que je regarde en premier, enfin c'est pas ce que je regarde en premier, mais en tout cas ça fait partie des choses que je regarde assez rapidement, c'est quel domaine de vie va poser problème. Où est-ce qu'il va y avoir des freins, où est-ce qu'il va y avoir des difficultés. Et alors ça ne veut pas dire que ce domaine-là, il va tout le temps être problématique, c'est là où il faudra fournir le plus d'efforts. Et donc pour moi, c'est aussi le domaine où on peut avoir les plus grandes réussites. Parce que c'est tellement dur dans ce domaine, il y a tellement d'épreuves, et pareil que quand je parlais des tensions, ben justement, on va essayer de dépasser ces choses-là, et puis à force de persévérance, de patience, de constance, de rigueur, tout ce que représente Saturne, eh bien on va réussir à faire des grandes choses. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est quand même le maître du Capricorne, Capricorne qui est associé à la maison 10, la maison de la carrière, de l'élévation sociale. Donc effectivement, c'est dur d'y arriver, mais Saturne, voilà, il nous apprend des leçons et à vraiment faire preuve de persévérance, de sagesse, de maturité, toutes ces choses-là, c'est tout ce que représente Saturne. Mais quand on a un Mars qui est lié à Saturne, ça veut dire que waouh, on a envie de faire des choses, on a envie de mettre son énergie dans quelque chose et pouf, on se confronte à un mur, on se confronte à un frein, il y a Saturne. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Alors quand on arrive bien à maîtriser ces énergies-là, ça peut donner quelque chose de super au niveau du travail parce qu'on va avoir l'action, donc l'envie, la motivation avec la rigueur, la persévérance, la patience et tout ce que représente donc Saturne. Donc quand ces deux énergies sont bien combinées, ça peut donner des choses incroyables et on peut vraiment atteindre des sommets avec ces deux énergies-là. Mais par contre, quand elles sont pas très bien équilibrées, ça peut donner beaucoup de frustration intérieure parce qu'effectivement, si on n'a pas cette sagesse intérieure, ça va créer de la frustration au fil du temps parce qu'on a l'impression d'arriver à rien. Si on se victimise, et je voudrais pas dire, mais alors je dis pas que toutes les lunes en poisson, attention, se victimisent. Si l'énergie du poisson est mal gérée, c'est quand même l'énergie de la victimisation, d'accord? On peut retrouver beaucoup ce côté où on s'apitoie sur son sort, on ne fait pas les efforts nécessaires pour essayer de maîtriser ses énergies et on se retrouve à accumuler énormément de colère et de frustration intérieure. Voilà ce que peut faire un Mars-Saturne. Puis bien sûr, après, il faut voir les domaines que ça touche. Donc là, je vous ai dit, la maison du Verseau, la maison 11, c'est les projets, etc. Et là, dans la maison 5, et d'ailleurs, je vais passer là-dessus pour parler aussi encore un petit peu de sa personnalité, la maison 5, c'est la maison donc du Lion, donc du Soleil, donc du moi, de mon identité. Donc à Saturne, en maison 5, ça peut apporter une faible estime de soi, ou en tout cas une incapacité à prendre sa place et à rayonner, donc une timidité. En fait, ça représente une blessure d'amour-propre. Il y a quelque chose avec soi où on va pas se sentir forcément bien. Mais quand on a des envies comme ça avec le soleil, quand on a ce besoin peut-être de popularité ou de reconnaissance, surtout avec la lune, et ces besoins de réussite avec le soleil, mais qu'on a une très faible estime de soi, et qu'à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, Saturne nous bloque, c'est pas évident. Alors, j'allais dire, je ne lui jette pas la pierre, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire. Bon, bref, peu importe. Donc voilà. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même un truc comme ça chez lui qui peut un petit peu grouiller et un émotionnel qui peut avoir du mal à résister à ces choses-là. Voilà. Mais je n'accuse personne. Donc, on continue. Le pire qui pouvait se passer, c'était d'être connecté à Pluton quand même. Alors, attendez, est-ce que j'ai fini sur Saturne? Donc Saturne en maison 5, c'est là où on va pouvoir trouver des épreuves. Et la preuve, il a donc un enfant qui naît en plus handicapé. Donc une faible estime de lui-même. Après, on ne connaît pas toute sa vie, ça a pu poser, des problèmes au niveau... peut-être qu'il se sent pas du tout créatif également. Peut-être que ça a été compliqué au niveau de ses amours, je ne sais pas. Ou qu'il a pu avoir des freins. Et c'est aussi Saturne...
la planète du karma. Et donc, là où elle se trouve, on peut avoir aussi des épreuves karmiques à vivre en lien avec le domaine. Donc peut-être une épreuve karmique avec donc les enfants, son propre enfant, mais je veux dire, Grégory, c'est aussi un enfant, donc on peut forcément penser à lui. Saturne est maître quand même de la maison 8 ici, hein. La maison 8, vous vous rendez compte le lien? La maison de la mort, donc hein, alors la maison des crises, de la mort, de l'occulte, des tabous, de la sexualité, de l'inconscient, de plein de choses, hein. C'est pas que ça. Parce que la dernière fois, je parlais justement d'un Pluton en maison 5, parce que ce qui est ouf, donc c'est que Jean-Michel Villemain et sa femme ont quasiment le même thème astral, et on se dit comment c'est possible. Et en même temps, quand tu vois comment ils sont soudés, tu dis bah c'est peut-être des jumeaux célestes, hein, parce que pour qu'ils jamais ils se sont lâchés avec tout ce qu'ils ont pu vivre, et en même temps tu vois leur thème, tu dis mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, eux deux ont Pluton en maison 5, ce qui peut parler de la mort d'un enfant. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez un Pluton en maison 5 que vous allez forcément avoir mort d'un enfant, hein, heureusement. Ça peut parler tout simplement d'amour tumultueuse, de relations toxiques, d'être transformé par l'amour, ou d'être transformé par les enfants, ou d'être transformé par l'art, par la créativité, ou de pratiquer un art sombre. Bref, voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, Saturne, Mars, j'ai fini. Donc oui, Saturne est maître quand même de la maison du Scorpion. Et donc, il est connecté à Pluton. Et Mars est connecté à Pluton. Et Mars-Pluton, c'est un peu une arme, voilà. Donc en fait, quand cette frustration-là, elle arrivera au bout et qu'elle générera de la colère, regardez ce qui peut se mettre en place, un beau Mars-Pluton. Voilà. Mars-Pluton, c'est une énergie destructrice. C'est la violence mêlée aux instincts les plus bas, parce que le Scorpion, c'est vraiment les profondeurs. Alors autant je parlais de l'eau des poissons, c'est l'océan, mais l'eau du Scorpion, c'est l'eau boueuse, c'est l'eau... c'est pas boueuse que je veux dire, j'ai pas les termes, mais vous savez, c'est les marécages un peu, voilà, c'est ça, on voit pas forcément ce qu'il y a au fond, voilà, c'est tout ce qui est bas, c'est les instincts primaires. Donc en fait, quand on mélange la violence avec des choses qui peuvent être primaires, enfin, je sais pas si je peux le dire comme ça, j'ai toujours un problème de vocabulaire, moi, mais bon, je suis sûre que vous avez compris. Donc en gros, bah voilà, quand les deux énergies, elles sont mêlées, et que là, on a Saturne, c'est comme s'il y avait des énergies pas très très belles, sont contenues, mais un jour ça lâche. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les lettres, ils en reçoivent, je crois, 700, un truc comme ça, et pendant 2 ans, ça se calme, et d'un coup, hop, ils tuent le gosse. Et donc, on pourrait faire le lien avec ça, ce côté, il y a tellement de frustration qu'au bout d'un moment, et ben, ça explose, quoi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la connexion à Vénus. Mais j'y arrive parce que j'ai oublié de parler de... Je vous dis, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait développer pendant des heures. Pluton en maison 3. La maison 3, ça symbolise l'entourage proche. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Les cousins, les oncles, les tantes, la fratrie, l'environnement proche, ce qui est à proximité. Ça symbolise également la communication. On pourrait faire le lien avec les lettres. Ça parle aussi des déplacements, des petits trajets, des petites études, bref, de toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ici, ça fait quand même sens parce qu'on a la communauté. On voit aussi dans l'affaire Grégory qu'il y a la famille, mais il y a aussi les amis. Il y a tout un groupe, en fait, hein, là-dedans. Alors, je ne sais pas exactement qui est-ce qui est impliqué. Et c'est pour ça que je vais regarder de près en astrologie uranienne, voir ce que je peux trouver. Je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Là, voilà, il y a la communauté. Il y a la maison des enfants. Il y a la maison de l'entourage proche et de la communication. Et ça fait beaucoup. Et on a la maison 9. Alors, je vais être très honnête avec vous. La maison 9, j'ai toujours un petit peu du mal à l'interpréter. Donc, la maison 9, c'est quoi? C'est la maison de Jupiter. Ça peut être donc la maison des lois. Mais aussi des hautes études. En astrologie védique, c'est la maison des dieux, donc c'est la maison de la chance, de l'abondance. En astrologie tropicale, on est plus sur les voyages lointains, c'est tout ce qui est loin, tout ce qui est grand, tout ce qui est vaste, mais aussi dans la pensée. Hein, vous voyez, c'est le miroir de la maison 3, c'est la maison opposée. Donc là, la maison des Gémeaux, on est plus dans la curiosité, les petites études, le fait de vouloir un petit peu tout chercher, tout comprendre. C'est un peu l'enfant qui pose toutes les questions. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi là? Et la maison de Jupiter, donc du Sagittaire, la maison 9, c'est le mec sur son cheval qui a envie d'aller voir beaucoup plus loin ce qui s'y passe et d'ouvrir beaucoup plus sa conscience à des choses beaucoup plus grandes. Donc c'est aussi la maison de la spiritualité, de la philosophie, de toutes ces choses-là. Par exemple, ici, vous parlez de la maison 9. Dans l'astrologie védique, je vous dirais que c'est la maison de la chance. Et je trouve que ça a été la maison de la chance pour Bernard Laroche, même s'il a été assassiné. Parce que je trouve ça dingue que le mec n'ait pas été plus questionné que ça.
Il y a quand même Muriel Boll qui le dénonce et ça correspond carrément à tout ce qui s'est passé. Elle se rétracte. Le mec, il passe 2 mois en prison, 2-3 mois en prison, personne lui pose aucune question, et puis il sort, voilà. Et ensuite, on va s'acharner sur la mère du petit Grégory, mais lui, c'est comme si il était aux oubliettes, alors que ben, c'est un peu évident qu'il fait partie du coup, non? Je sais pas. Comment c'est possible que ce mec, il ait été évincé quasiment de l'enquête? Dingue. Et pour moi, c'est la Maison 9, mais surtout en astrologie védique, je vous montrerai les liens. Mais après, pourquoi pas également ici, hein? En tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que on voit que ce circuit fermé, il est connecté à Vénus. Et Vénus, elle est maître de 5 parce que c'est maître de la balance. Elle gouverne le signe du taureau et de la balance. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc, de la maison 11 et de la maison 5. Elle est en Verseau. Alors, normalement, oui, le maître du Verseau en astrologie tropicale, c'est Uranus. Mais moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à voir, vu que je fais de l'astrologie védique, Saturne en tant que maître du Verseau. Donc au début, quand j'ai vu un petit peu l'image qui s'est créée dans ma tête, je l'ai vu plus avec maître du Verseau. Et en fait, je vous dis quand même l'image que j'ai, même si finalement on pourrait prendre Uranus. C'est comme si en fait il y avait vraiment un circuit fermé et que le seul échappatoire, ce soit eh bien le Soleil, enfin le signe du Lion qui nous ramène donc au Soleil. Mais vous voyez là, on a Mars, donc qui est maître du Bélier certes, mais aussi du Scorpion. Ouais, bon, désolé, hein, je suis un peu en mode astrologie tropicale védique, et là j'utilise les anciens maîtres en astrologie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on a découvert Uranus et Pluton bien après, mais dans l'astrologie plus ancienne, Saturne gouvernait le Verseau et le Capricorne, et Mars gouvernait le Bélier et le Scorpion. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu plus sur... Mais même en fait, même avant de faire de l'astrologie védique, je prenais quand même... je considérais toujours Scorpion comme le signe de Mars et de Pluton. Je considère toujours les deux de toute façon. Bon, je reviens à ce que je voulais dire. Donc là, c'est comme si on avait un circuit fermé. Mars, maître du Scorpion. Saturne, maître du Verseau. Vénus, maître du Taureau. Et là, c'est comme s'il y avait un petit échappatoire ici. Et c'est comme ça que je fais les liens. Chaque astrologue a sa manière de voir un peu les choses. Hein. Et donc c'est pour ça que là, j'avais un petit peu cette image. Et là, on se retrouve avec le Soleil. Donc l'identité, le soi, ça nous représente quand même le Soleil. Qui est en Bélier, et hop, qui nous ramène à Mars et qui re-rentre dans cette boucle. Et en fait, quand je regarde ce thème, j'ai cette sensation intérieure de tension et que le seul échappatoire, finalement, c'est d'utiliser la violence qui nous ramène à tout ce qui est connecté ici, la communauté, la maison de l'enfant et de l'entourage proche. Et je me suis dit, waouh, c'est... Effectivement, ça fait sens. Enfin, ça fait sens en tout cas avec toute son histoire. Bon, voilà pour l'astrologie tropicale. On pourrait en dire bien plus, bien entendu. Mais bon, si on développe tout, on n'a pas fini. Après, on pourrait aussi parler de Jupiter ici qui va en plus gonfler, parce que tout ce que touche Jupiter prend de l'expansion. Donc là, on a encore les énergies eau, le cancer qui va, en plus de ça... faire grossir cette lune en milieu de ciel, en plus conjoint à Uranus, qui, on pourrait le voir aussi comme ça, qui va à un moment faire... Uranus, c'est tout ce qui est soudain, tout ce qui est action précipitée, qui est en lien avec Neptune, maître du poisson où se trouve son émotionnel. Donc il y a vraiment quelque chose quand même avec sa lune, et donc cette sensibilité exacerbée, cette tension intérieure qui peut à un moment le faire partir en vrille. Voilà pour l'astrologie tropicale, mes amis. Je vais passer maintenant à l'astrologie védique. Alors, c'est parti pour l'astrologie védique. Je vais essayer de me focus sur les points qui confirment ce qu'on a déjà vu. Et puis pour être honnête, en astrologie védique, j'ai encore des tas de choses à apprendre. Donc, pour une étude vraiment approfondie, je vais encore attendre un petit peu. Là, je vais vous dire ce qui me saute plutôt aux yeux, ce que j'avais trouvé intéressant au niveau du thème de Bernard Laroche. Bon, je vais quand même commencer par la base, l'ascendant qu'on trouve qui est en Gémeaux, donc qui est représenté par Mercure qui se trouve en maison 9 ici. Alors c'est quand même rigolo puisque la maison 9, comme je l'avais dit en astrologie tropicale, c'est la maison des dieux, de la chance, de l'abondance. C'est quand même une maison qui permet une certaine protection. Et
c'est quand même rigolo de voir que le maître d'ascendant, donc qui représente le natif lui-même, est dans cette maison. Et qui est d'ailleurs en lien avec Saturne, qui se retrouve dans la maison des enfants. Saturne exalté, donc qui est dans un domicile où il se sent vraiment très bien. Trop bien, même parfois. Hein. L'exaltation, c'est bien, mais ça peut être parfois un petit peu too much. Comme on dit, le domicile, on se sent bien chez soi. La chute, c'est comme si on se retrouvait dans une maison où on est super mal à l'aise. Et puis, l'exaltation, on est reçu chez un ami qui nous reçoit super bien. On se sent comme chez soi et même mieux. Hein. On en fait peut-être un peu des caisses. Donc, Mercure, ici, il est conjoint à la Lune. Donc, ça peut nous parler encore de cette importance d'un émotionnel qui prend beaucoup de place. Surtout que Mercure va multiplier ce qu'il touche. Donc ici, on a encore ces influences lunaires et ça me fait penser à Bernard Laroche qui, déjà on peut le voir un petit peu sur les vidéos, mais c'est aussi ce qui était dit de lui, ce côté un petit peu lunaire qu'il peut avoir. Apparemment, il avait aussi un côté un petit peu amorphe, un peu, un peu peut-être dans la lune, on va dire ça comme ça. Alors ça veut pas dire que quand on a beaucoup d'éléments hauts ou qu'on est quelqu'un de lunaire ou qu'on a la lune à l'ascendant ou que sais-je, on est forcément amorphe. Mais en tout cas, c'est généralement des gens plus réceptifs, donc plus calmes. Tout ça pour dire qu'ici, on peut quand même voir l'importance de l'émotionnel. Quelque chose que j'ai oublié de dire aussi en astrologie tropicale, c'est qu'une lune qui trône en milieu de ciel, ça représente aussi l'image publique, la maison 10. Donc, on peut être perçu comme quelqu'un d'un petit peu lunaire, justement. Après, il y avait aussi son soleil qui était en milieu de ciel. Donc ça, on peut aussi voir ces personnes-là, elles peuvent être visibles ou alors avoir encore une fois cette envie de réussite. Mais vous voyez, en astrologie védique, on a aussi le soleil en poisson, donc ce qui pourrait montrer quand même une personnalité un petit peu plus neptunienne. Et c'est vrai qu'on le voit quand même quand on regarde dans les vidéos ou dans les documentaires, il a des caractéristiques lunaires ou neptuniennes. Oui, il fait un petit peu tout lunaire, quoi, je sais pas, un peu bisounours, quoi. Moi je suis innocent en fait. C'est rigolo. Bon, bref. Donc, j'en reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ici, le natif sera quand même lié à son émotion, mais non seulement il est touché par ça en tant que maître d'ascendant, mais on a aussi la combinaison Mercure. Lune et les deux assemblés, la Lune représente en astrologie védique l'esprit, la façon quand même de penser, bien entendu les émotions qui sont directement liées à notre façon de penser. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai cette même conjonction. Alors c'est marrant parce que je lisais que cette conjonction, ça faisait des très bons orateurs, ça faisait des bons mathématiciens aussi, des très bons journalistes, mais ça peut aussi être une combinaison qu'on voit chez les serial killers. Et en même temps, oui, parce que d'autant plus que lui, c'est vraiment le maître de son ascendant, il va y avoir cette alliance entre les émotions, la façon de penser, et là, donc, lui, et en fait, être complètement déstabilisé par ses propres émotions. En tout cas, voilà, cette combinaison peut faire des gens un petit peu trop dépendants de l'émotionnel, et donc, à voir comment est géré cet émotionnel, et d'ailleurs, on voit qu'ici, il reçoit donc un aspect de Ketu. Et c'est là où j'ai vraiment du mal, encore en astrologie védique, à interpréter ces nœuds lunaires, mais en tout cas, ce sont des maléfiques. Et ici, on voit qu'il est dans la maison de l'ascendant, donc Ketu. Et généralement, alors là, quand on a un Ketu et un Jupiter à l'ascendant, on se dit, ce mec, il va devenir archi spirituel. Bon, alors là, il n'a pas forcément eu le temps d'être spirituel, puisque je crois qu'il est mort à 29 ans. Mais normalement, Jupiter, c'est un peu la planète du gourou, hein, de la philosophie, de la spiritualité. Alors après, ici, il représente la maison 10, donc la carrière, ou encore l'image publique, hein, et la maison 7, qui parle du partenaire, des partenariats ou encore de l'entrepreneuriat, enfin tout ce qui est en tout cas relationnel, voilà, qui va prendre de l'importance ici chez lui, puisque la maison 1 représente aussi la vocation, notre direction, notre corps. Et Ketu, alors qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Alors moi j'ai tendance à voir Ketu un petit peu comme Neptune, alors même si en astrologie védique on dit que c'est l'ombre de Mars, mais c'est vrai qu'il va apporter des énergies assez floues, assez spirituelles, comme de toute façon Neptune. Neptune, quand il est bien maîtrisé, il rend les gens avec des belles énergies permettant de se connecter à
des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus subtiles, comme on va dire l'amour universel, toutes ces choses-là, la fusion, le fait de ne faire qu'un. Encore une fois, je repars dans cette énergie du poisson et de l'océan. Mais ça peut apporter aussi des personnes qui peuvent avoir un comportement un petit peu étrange, un petit peu bizarre, un petit peu fuyante, et Ketu va apporter aussi un petit peu ce côté à part, ou ce côté aussi très solitaire, un petit peu dans son monde et dans sa bulle. Donc là, on pourrait se dire, déjà, voilà, on a la Lune qui est conjoint à Mercure, qui est en plus aspecté par Ketu. Alors bon, qui est aspecté par Ketu, on va dire que c'est plus Jupiter quand même qui aspecte la Lune, vu qu'elle est à 26 degrés et là à 29. Ketu, il est à 7 degrés. Donc, mais en tout cas, vu que c'est quand même une maléfique et qu'elle envoie un aspect ici, on pourrait dire que le Mercure est quand même affligé par le nœud lunaire Ketu. Mais je vais m'arrêter là sur Ketu, et je reviendrai peut-être un jour pour vous reparler un peu plus de Ketu à l'ascendant. Puis je vous avouerai qu'à travers mes recherches sur Ketu, je suis tombée sur énormément de définitions, et j'ai l'impression c'est pas... Voilà, je pense que je ferai ma propre expérience de Ketu en maison 1 à travers des profils pour voir exactement quelle est, moi, ma croyance sur le sujet. Pour l'instant, je fais un peu répéter ce que j'ai vu là-dessus. Mais mis à part dire que c'est une planète qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui effectivement sont dans l'occulte, parce que ça peut représenter le secret, un peu. De toute façon, les nœuds lunaires, on parle d'éclipses, d'ombre, donc voilà, tout ce qui est un petit peu attrait à l'occulte ou la spiritualité. Et c'est vrai que beaucoup de personnes dans ces domaines-là, on se retrouve avec Ketu à l'ascendant, ce côté aussi solitaire qu'on retrouve. Mais pour les autres choses, j'ai besoin encore d'expérience à ce sujet. Donc, en tout cas, voilà. On a dit l'importance de la Lune, encore ici, qu'on retrouve. Mais ce que je trouvais super important dans ce profil, donc déjà, on voit qu'ici, ça veut dire que le mental, la façon de communiquer, la façon de penser est reliée à la Lune, qui est, elle, maître de 2. Alors, maître de 2, ça représente la famille en astrologie védique, ça représente également, bien entendu, les possessions, ça représente tout ce qui est speech, oral, notre façon de communiquer également... la maison 2 nous parle de ça. Et on verra d'ailleurs que sa maison 2, donc au niveau de la communication, parce que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, eh bien, il est quand même aspecté par Mars. Mars qui est maître de 11, mais aussi maître de 6. Maître de 6, c'est pas une bonne maison, voilà. Et Saturne, maître de 8 et maître de 9. Donc maître de 8, c'est aussi une maison qui est pas jobarde, c'est même la pire d'ailleurs, la pire hein, selon moi. Et maître de... Ah oui, et puis j'avais même pas vu, et Vénus. Donc on a carrément Saturne, Mars, Vénus. Donc maison 12 ici, maison 6 ici, maison 8. Mais la maison 8, on verra qu'elle est quand même assez bien influencée et qu'elle est moins terrible qu'elle peut l'être dans certains autres thèmes. Et en fait, ok, on comprend pourquoi au niveau de la communication, c'était un petit peu difficile. Et également, son émotionnel, puisqu'ici, on est quand même en Cancer. Et ben vous voyez, j'avais pas vu ça. Et en fait, ici, ça veut dire qu'au niveau de son émotionnel, on a les 3 maisons triques, donc les 3 maisons maléfiques. Et il faut savoir aussi que la maison 2 représente tout ce qui a de la valeur à nos yeux et la propre valeur que l'on se porte. Donc ce qui peut faire aussi écho avec le Saturne en maison 5, qu'on a vu en astrologie tropicale, avec cette faible estime de soi. Mais ça veut dire qu'au niveau de sa valeur, c'est quand même vachement au niveau de lui-même en fait il doit être un peu ravagé intérieurement hein. Bon c'est ce qu'on a un petit peu déjà vu mais là je trouve que ça confirme vachement le truc. Autre chose que je voulais dire, Ketu donc maléfique, Jupiter c'est quand même le Karaka, donc le Karaka ça veut dire que c'est une planète qui va représenter certaines choses, par exemple Vénus va représenter la femme ou l'amour, la Lune va représenter la mer, les émotions, et Jupiter eh bien entre autres ça va représenter les enfants. C'est le Karaka des enfants. Et là, je trouve ça quand même rigolo, encore une fois, que l'on retrouve une maléfique ici, donc Ketu, avec Jupiter, le Karaka des enfants. Bon. Est-ce qu'on a besoin de noter Mercure, maison 9, qui se trouve d'ailleurs... oui, bah on peut le noter. En plus, on a quand même Ketu et Jupiter qui se trouvent ici, et qui touchent le natif. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire.
Ce que je voulais vous dire aussi que je trouvais vachement intéressant, c'est que la maison 8, c'est donc la maison la plus maléfique que l'on peut avoir. Alors, la maison 6, ça va représenter tout ce qui est conflit, tout ce qui est maladie, tout ce qui est procès. Alors, pas que, ça peut représenter aussi l'expertise, hein, c'est la maison de la Vierge. Ça peut représenter le travail, le labeur quotidien, le travail salarié, enfin bref, ce genre de choses, la routine. La maison 8, ça va représenter tout ce qui est crise, deuil, transformation, mais c'est quand même des choses qui arrivent un petit peu, qui viennent nous bouleverser, quoi. Et puis la maison 12, eh bien, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est perte, c'est tout ce qui parle d'isolement également, des lieux clos, mais ça peut représenter également les grands voyages, voilà, hein, les voyages à l'autre bout du monde. Et ici, ce qui est vachement intéressant, c'est que donc Saturne est maître de la maison 8, donc généralement, bon Saturne déjà c'est une maléfique de base, mais généralement le dispositeur de la maison 2 des maisons triques, bah, il faut y faire attention puisque c'est elles qui vont apporter des choses un peu mauvaises. Et en fait, on voit qu'ici, Saturne est non seulement maître de la maison 8, mais surtout de la maison 9. Et en fait, son domicile préféré, qu'on appelle le Mula Tricona, eh bien, c'est en Verseau. Et donc, ça veut dire que c'est sa maison préférée, la maison 9, la maison de la chance ou encore la maison de la protection. Et la maison 8 étant une maison influençable, selon une règle de Parashara, eh bien, la maison 8 prendrait les caractéristiques de la maison 9. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette maison maléfique, eh ben, elle est plus si maléfique que ça, puisqu'elle prend les caractéristiques de la maison 9. Et c'est là où on se dit, c'est peut-être pour ça que le mec, il est passé entre les mailles du filet, c'est comme ça qu'on dit, parce que justement, cette maison très mauvaise est finalement protégée. Et alors, quand on regarde ce qui est encore plus intéressant, c'est que la maison 5 est en balance, donc nous renvoie à Vénus, qui se trouve, elle, en maison 8. Donc là, on peut faire le lien, déjà, du domaine des enfants avec la crise, le deuil, le meurtre, hein, ça parle, encore une fois, la maison du Scorpion, on est un petit peu dans toutes ces choses un peu sombres. On peut faire le lien ici, et en plus, on a Vénus qui est maître de la maison 12, où c'est tout ce qui est justement caché. La maison 12, c'est la maison des secrets, c'est également la maison des ennemis, c'est la maison de la perte, mais aussi des rumeurs. Bref, en tout cas, on a la connexion de deux maisons maléfiques en lien avec la maison des enfants. Sachant que la maison des enfants elle-même est aspectée par Mars. Mars qui est aussi maître d'une maison trique, donc la maison 6 qui apporte également des choses pas très bonnes. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu. Vénus, ça m'a fait penser à une clé. À une clé, comme si ça protégeait avec la maison ici des secrets, avec la maison de tout ce qui est finalement caché, eh bien ça cachait le crime de la maison 8 en lien avec la maison 5, la maison des enfants. Et comme cette maison est influencée par une maison de chance, eh bien voilà, c'est un petit peu le lien que j'ai fait par rapport à la chance entre guillemets qu'il a eu. Alors pas au niveau de son propre ascendant, de son propre corps, et d'ailleurs on pourrait aussi voir cette maléfique qui est tout de cette manière-là aussi peut-être. Hein. Et alors ce qui est vachement intéressant quand même, c'est que dans ces périodes planétaires, donc au moment du meurtre de Grégory, donc c'était en octobre 84, si on regarde ici, donc on est ici, octobre 84, Mercure, il était en période de Mercure, donc de son ascendant, hein, maître de 1 et maître de 4, maître de 4, c'est quand même rigolo aussi parce que c'est la maison de l'émotionnel, c'est la maison de la lune. C'est intéressant ça. En fait, désolée, je découvre en live certaines choses, j'avais vraiment regardé vite fait en astrologie védique, j'ai pas approfondi. Et donc là, on voit qu'il est en grande période, donc ça donne vraiment l'atmosphère. Donc, la grande atmosphère, il est quand même maison 1, donc lui et sa propre vie et sa vocation, si on peut dire. Mais du coup, le fait que ce soit aussi dans sa grande période de vocation, alors qu'il n'y arrive pas, bon, on peut aussi voir ça. Et puis comme je vous ai dit, la maison de la Lune, on a Vénus qui est maître, incroyable quand même, qui est maître de 5, donc de la maison des enfants, et de la maison 12, donc comme on l'a vu, hein, de tout ce qui est un petit peu soit perte, soit de tout ce qui est caché, de tous les secrets. Et Saturne qui se trouve ici dans la maison des enfants. D'ailleurs, j'ai pas fini sur Vénus, mais qui est maître de 12, qui est maître de 5, et qui se retrouve en maison 8, donc dans la maison de la crise, des deuils, transformation. Ok, et Saturne, qui est lui-même dans la maison 5, en réception d'ailleurs mutuelle avec Vénus, hein.
Et ouais, parce qu'elle, elle est en Capricorne. Et Saturne, il est en Balance. Donc, en fait, ils occupent chacune une maison. Mais je vois trop le truc... comme si, en fait, ce thème astral parlait avec des... comme s'il y avait de la connivence, même entre les planètes, pour garder un terrible secret. Et encore une fois, bah, cette maison 9 qui apporte cette chance là-dessus, quoi. Et là, on a vraiment tous les éléments, Mercure, Vénus, Saturne, qui englobent, qui concernent tous les domaines en lien avec ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'adore l'astrologie védique, parce qu'à chaque fois qu'on regarde les périodes planétaires, en lien avec, eh bien avec les domaines de vie qui sont régis par les planètes et les planètes elles-mêmes, ça fait toujours énormément de sens, quoi. Bon, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais passer à l'astrologie uranienne qui, vous allez voir, va être super intéressante.